Choix 98.1. Choix Radio X. C'est le temps d'aller jaser avec Maître Marc Bellemare de chez bellemaravocat.ca. Maître Bellemare, un congé de 3 jours. Oui, hein? Ça a-tu été trop long? Non, ça a bien été. On s'est bien reposé, puis on revient en forme aujourd'hui. On devait se parler hier, mais c'était congé pour toi aussi, je pense. Hein? Ben oui. Avez-vous eu le temps de faire un peu de vélo? Ah, pas encore. Non. Ben, pas vraiment. Là. J'attends qu'il fasse un peu plus chaud. Honnêtement, je trouve, à part les 3 jours de quasi-canicule qu'on a eu il y a une dizaine de jours, là. Ouais. En gros, il y a toujours un petit vent assez frais. Hein? Ouais. Mais moi, cette fort. température-là, je la trouve idéale. Fait pas trop chaud, fait pas trop froid, tu sues Ouais. pas. C'est parfait. On peut être à l'extérieur, travailler un peu. Oui, c'est idéal, mais sur le vélo, des fois, là, c'est ordinaire. En tout cas, regarde, ça s'en vient. Là. J'ai bien hâte qu'il fasse un peu plus chaud, là, mais à partir de 17-18 degrés, là, ça va être... Ouais. Maître Bellemare, on va revenir rapidement parce que c'est une nouvelle qui date de la semaine dernière, mais ça valait la peine d'en jaser aujourd'hui. Carl Giroir, qui est celui qui est responsable de la tuerie de l'Halloween, là, quand même 5 jours de délibération. Moi, je craignais le pire. Là. Je me suis dit, boy, 5 jours, c'est long. Finalement, ils ont décidé de sortir et l'accusent 2 fois de meurtre au premier degré. C'est une très, très bonne nouvelle. Et là, de ce qu'on comprend, Maître Bellemare, c'est qu'il y a de fortes possibilités que les avocats de Carl Giroir décident d'y aller en appel. Oui, mais ça, c'est pas surprenant. Là. Aller en appel, ça veut rien dire. Là. Ça veut dire que tu n'es pas content et que tu veux présenter à la Cour d'appel, qui est le plus haut tribunal du Québec, tes arguments à l'effet que la Cour supérieure se serait trompée. Mais dans ce cas-ci, c'est plus que la Cour supérieure, c'est un jury. Mais c'est pas définitif, l'appel. Il faut que le juge soit convaincu que le juge est erré d'une quelconque façon dans ses recommandations qu'il a fait au juge. Au jury, oui, c'est ça. C'est que si le juge fait de mauvaises recommandations au jury et que le jury est influencé puis décide, etc., que si, que ça, ben à ce moment-là, il peut y avoir... la Cour d'appel peut ou bien rendre la décision que le jury aurait pu rendre dans les circonstances, qui avait été le cas dans le Benoît Proulx à l'époque, là, il y a bien des années, qui avait été accusé à tort du meurtre de France Alain, ou bien il peut ordonner un nouveau procès. Ce qui avait été fait, par exemple, dans l'affaire de Guy Turcotte, où c'est un nouveau procès qui avait eu lieu parce que le juge, à l'époque, dans le premier procès de Guy Turcotte, avait pas informé le jury du fait que si c'était de l'auto-intoxication volontaire au méthanol, il ne pouvait pas invoquer ça comme défense. Alors, c'est un peu ça qu'il avait fait Turcotte. Il avait dit, moi, j'ai bu du méthanol. À cause de ça, j'étais tout croche. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Puis c'est comme ça que j'ai tué mes 2 enfants. Alors, à partir du moment où le juge avait mal instruit le jury, que le jury avait reçu la défense de non-responsabilité criminelle sur la base de l'auto-intoxication, bien, il y avait une erreur du juge et à ce moment-là, le jury avait rendu une décision sur la base de mauvaises instructions. Alors, on a ordonné un nouveau procès. Puis dans le deuxième procès, M. Turcotte a été condamné parce qu'il ne pouvait pas invoquer son auto-intoxication. Dans le cas de Carl Giroir, il a tué 2 personnes. Est-ce qu'on serait porté à avoir les mêmes accusations qu'on a données à Alexandre Bissonnette ou on va attendre de voir ce qui se passe en Cour suprême? Oui, c'est ça. Mais c'est un peu ça qui a été convenu. D'après ce que j'ai lu dans les dépêches là, de vendredi dernier, les avocats se sont mis d'accord pour attendre le jugement important que devrait rendre la Cour suprême du Canada vendredi de cette semaine, donc le 27 mai. C'est là que la Cour suprême va rendre public son jugement, à savoir qu'est-ce qu'il advient de cette fameuse disposition du Code criminel qui a été adoptée, je pense, en 2011 et qui permet à un juge de condamner jusqu'à le nombre de meurtres prémédités fois 25 ans. Là. Est-ce qu'on peut additionner les 25 ans en fonction du nombre de personnes tuées? Dans le cas de Bissonnette, il y en avait tué 6. Dans le cas de Giroir, il y en a tué 2. Alors, est-ce que... Puis il y a Hugo Frenette aussi, je pense, je ne sais pas si c'est en appel, mais Hugo Frenette, tu sais, qui avait tué sa femme, Mme Bard, de mémoire, et qui avait tué aussi ce monsieur-là, là, qui attendait dans une halte routière. Il en avait tué 2, mais il a été condamné à 25 ans, mais la couronne demandait 2 fois 25 ans, je crois, 50 ans. Alors, c'est ce que la Cour suprême va décider. Est-ce qu'on peut additionner le nombre de 25 ans en fonction du nombre de meurtres prémédités ou si on doit se limiter à 1 fois 25 ans? Alors, c'est une décision extrêmement importante. Bien sûr que ça pourrait jouer dans le cas de Carl Giroir parce que ça permettrait au juge, au niveau de la détermination de la peine, peut-être d'aller jusqu'à 50 ans, donc 2 fois 25, plutôt que 2 fois 25 courus concurremment. Sinon, M. Bellemare, Carl Giroir va se retrouver quand même en liberté à un jeune âge.
Ben, mettons que 2 fois 25 ans, ça lui ferait 50 ans. À 75 ans, il est libre. Oui, mais avec à 75 ans, une seule peine, en fait, M. Giroir, Carl Giroir sera libre quand ça. même dans la belle cinquantaine. Ben, c'est toujours au cœur un peu des décisions qui sont rendues. Quand la Cour d'appel a dit Bissonnette, c'est 25 ans, c'est parce qu'il disait que ça correspondait en additionnant les peines, potentiellement jusqu'à 150 ans parce qu'il a tué 6 personnes. Ça pouvait mener à une peine cruelle et inusitée, alors que la Charte fédérale des droits au Canada interdit les peines cruelles et inusitées. Alors, c'est un peu autour de ça que la Cour d'appel avait fignolé son argument en disant, écoutez, ça nous mènerait tellement tard que ça correspondrait à nier à Bissonnette un droit à la réadaptation qui est un droit sacré en droit criminel canadien. Alors, mais la Cour d'appel, la Cour suprême va nous rendre un jugement. Moi, j'espère qu'ils vont valider l'article du Code criminel et qu'ils vont permettre aux juges, au niveau de la peine, d'additionner les 25 ans. Peu importe le nombre. Si t'en tues 10, c'est 250 ans. Je regrette, monsieur, là, mais 10, c'est pas comme 1. J'espère que c'est ça qu'ils vont faire, mais évidemment, ils m'ont pas appelé pour me dire ce qu'ils allaient rendre comme J'allais vous demander votre avis, mais je pense qu'on l'a eu. On n'a pas eu de fuite comme c'est le cas pour le jugement qui s'en vient sur l'avortement aux États-Unis. Alors, il va falloir attendre à midi, quelque part autour de midi, vendredi, pour savoir. Maître Bellemare, un dossier qui m'inquiète de plus en plus, c'est le juge en chef de la Cour supérieure du Québec qui a décidé de faire une sortie en règle en demandant au gouvernement de faire quelque chose. Ce que le juge dit, c'est que là, actuellement, on vit une catastrophe. Il y a du manque de personnel dans les tribunaux et ça pourrait carrément mener à une rupture de service. J'ai l'impression que ça pète de partout, Maître Bellemare. Puis du temps où vous étiez ministre de la Justice, est-ce qu'il y avait des retards comme ça aussi? Il y en avait aussi. C'était peut-être pas aussi criant qu'aujourd'hui, mais je veux juste te ramener à certains chiffres. Là. Quand j'étais ministre de la Justice en 2003, j'avais un budget de 600 millions par année. Et le budget du Québec est à peu près de 50 millions. Fait que si tu fais un calcul rapide, 50 milliards. À peu près, c'est 50 milliards. Ouais. Ça veut dire que j'avais un budget d'à peu près 1 de l'ensemble du budget québécois, 1,5 %. Alors, c'est pour dire que la justice, c'est important au niveau des principes, parce qu'on applique les lois, les tribunaux appliquent les lois. Moi, j'avais comme budget l'aide juridique, le DPCP, les salaires, etc. Mais il n'y avait pas grand-chose pour toute l'administration de la justice. Et les gouvernements ne se soucient pas de donner plus d'argent. Fait qu'aujourd'hui, sur un budget au Québec, c'est quoi, 110 milliards à peu près? Mm-hmm. C'est à peu près probablement 2 milliards, le budget de la justice. Mais on s'aperçoit qu'il y a, d'année en année, le barreau demande qu'il y ait plus d'argent consacré aux tribunaux, mais ils ne sont pas écoutés. Les gouvernements s'en foutent. Tant qu'il n'y a pas une crise comme celle qu'on connaît actuellement, peut-être qu'avec ce qu'on entend aujourd'hui, ça va bouger parce que là, ils ont de la misère à avoir des greffiers audienciers, ils ont de la misère à avoir des constables spéciaux, et tu ne peux pas avoir un procès sans qu'il y ait un constable ou sans qu'il y ait un greffier pour soutenir le juge, puis prendre des notes, puis gérer un peu l'audience. Sans ça, ça discrédite le système judiciaire, ça fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Alors, il y a des procès importants qui sont reportés pendant des années, puis là, on se retrouve face à une crise, effectivement. Alors, c'est essentiellement financier, là. Il faut trouver des sous. Mais tu sais, quand les salles d'urgence sont bondées, là, puis qu'il y a du monde qui attend dans les civières, là, une caméra qui va rentrer là, puis qui va prendre des images, ça va être la première nouvelle au téléjournal. C'est quantifiable. Mais quand c'est au palais de justice, tu ne peux pas prendre des images qui vont véritablement refléter les grands manques qu'il y a au niveau du fonctionnement du système judiciaire au Québec, surtout dans les cours civiles, des cours criminels. Alors, ça passe sous le radar, puis c'est pas très explicite. Les gens comprennent plus difficilement, puis les fonctionnaires sont moins au garde-à-vous pour régler ce problème-là. Mais là, avec les reportages qu'on a eus, je pense, avec QMI la semaine passée, là, qui a fait une excellente recherche là-dessus. Aujourd'hui, ça sort avec la presse, le juge en chef qui sort. J'ai l'impression que dans une année électorale, là, on est à quelques mois de l'élection. Je peux pas croire que le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, n'arrivera pas avec des solutions, puis rapidement, là, pour nous dire qu'est-ce qu'il va faire pour régler le problème de délai. Là. Il n'y aura pas le choix, mais Maître Bellemare, à 2-3 % de taux de chômage, vous voulez qu'il trouve le monde où? T'sais, c'est bien beau de dire on va augmenter les salaires. Vous allez augmenter les salaires pour les gens qui sont à l'interne, puis vous allez peut-être empêcher certains départs, mais les gens là, qu'on a besoin qui ne sont pas là, entre autres des adjoints, des constables spéciaux, ils n'existent pas. Là. On n'a plus de monde pour travailler. Les former? Ouais. Je ne sais pas si c'est pas un problème. Je ne suis pas au courant au niveau de la formation.
Je ne sais pas de quel genre d'école ils sortent, ces gens-là, comment ils sont formés. Les greffiers audienciers, il y a certainement des concours qui ont lieu. Ça doit être probablement des techniciens juridiques ou peut-être des avocats aussi ou des gens qui ont une formation. Je ne sais pas. Mais il reste que il y a des problèmes, semble-t-il. D'après ce que j'ai lu ce matin encore, là, dans la sortie du juge en chef de la Cour supérieure, j'ai l'impression qu'il y a un problème budgétaire parce que ça fait longtemps que la Cour demande des budgets et le barreau aussi. Et là, à un moment donné, il va falloir grouiller parce que les délais de cour, juste aux petites créances, as-tu vu ça? Les petites créances, c'est la Cour du Québec, hein? Il n'y a pas de cour des petites créances. Il y a une Cour du Québec, division des petites créances. Donc, c'est un juge en bonne et due forme, la Cour du Québec, qui entend ta cause, même si c'est juste 5 piastres. Alors, mais ces gens-là ont besoin d'assistance, ils ont besoin d'adjoints. Et là, ils sont rendus qu'il y a des délais qui dépassent plusieurs années, même pour des causes mineures qu'on voulait régler rapidement. Si on se fie à l'esprit de la division des petites créances, c'était justement de pas d'avocat, 15 000 maximum, rendre ça accessible pour qu'on puisse régler et obtenir justice, même si le montant est minime, dans la mesure où l'enjeu est assez important pour qu'un tribunal se penche sur cet enjeu-là. Maître Bellemare, on parle de notre dernier sujet aujourd'hui. On parle du juge, l'honorable Simon Lemire, qui rend depuis plus de 30 ans des décisions en matière d'accidents de travail, Pat, et de maladies professionnelles. Il s'est retrouvé de l'autre côté du miroir en 2021. Il a déposé à titre personnel. Là, on parle de quelqu'un qui a quand même un bon salaire, là. À titre personnel, des recours devant la TAT pour réclamer son droit à des aides techniques, donc un réveil matin adapté pour sa sourdité, déjà reconnue en 2012 comme étant une lésion professionnelle. Puis il demandait également 80$ en frais d'examen. Bien, le gars s'est servi, c'est un juge, il s'est servi de son matériel pour savoir qui allait être d'avance le juge qui allait être assigné à son dossier. Comment ça gagne, comment ça gagne un juge au tribunal administratif du travail? D'après moi, ça doit gagner à peu près 130 000 par année. Puis là, il demande 80$ pour des frais d'examen. Mais des causes, des travailleurs accidentés qui ont une surdité professionnelle, comme c'est le cas de Lemire, semble-t-il. Probablement dans son ancienne vie, il y avait eu des problèmes de surdité professionnelle, ce qui est bien possible. Des travailleurs qui demandent des appareils auditifs, des appareils pour mieux se gouverner, mieux se diriger dans leur vie quotidienne, c'est possible. Puis la loi sur les accidents de travail permet que la CNSST paye pour toutes ces choses-là. Le réveil matin, des écrans cathodiques, des systèmes d'alarme. Ça, on en voit assez régulièrement. Des appareils auditifs aussi, très sophistiqués, pour favoriser un retour à la vie normale. Moi, ce qui me choque dans cette histoire-là, c'est que c'est une chicane de juges. C'est 2 juges administratifs au tribunal administratif du travail qui se crêpent le chignon, puis qui s'écrivent, puis qui, un qui écrit qui n'est pas content, l'autre qui rend sa décision, le juge Poirier, qui rend sa décision, puis qui décide de poivrer son collègue. Je sais pas, ça sent un peu, je sais pas, la zizanie, la vengeance. C'est tout ça qui donne une très mauvaise image au tribunal administratif du travail. Et pourquoi le juge Poirier est allé sermonner son collègue comme il l'a fait? C'est peut-être un peu excessif, mais qu'est-ce que tu veux? Le jugement est rendu, la décision, puis les médias s'emparent de ça, mais ça fait une mauvaise jambe au tribunal administratif du travail, qui est un tribunal qui a, à mes yeux, une grande crédibilité, une grande importance, parce que c'est là que les travailleurs accidentés doivent s'adresser pour obtenir qu'une décision de la CNESST soit renversée puis qu'ils soient finalement indemnisés. Donc, c'est un rôle majeur qu'ils jouent, mais là, ils font rire d'eux un peu avec ça. Là. Est-ce qu'un juge au tribunal administratif a le même parcours qu'un juge en chambre criminelle ou Non. Non, c'est une forme. Le tribunal administratif du travail, c'est un tribunal d'expertise qu'on appelle, un peu comme la Régie du logement ou le tribunal administratif du logement, la Commission des transports. Ce sont des juges qui appliquent des lois précises, qui n'ont pas le pouvoir d'appliquer le Code civil ou d'appliquer le Code criminel, mais qui ont un rôle précis et qui entendent des causes spécialisées. Le tribunal administratif du travail, c'est des causes d'accidents de travail, donc beaucoup de médecine, beaucoup de génie, beaucoup c'est tout ce qui touche les intoxications, les maladies répétitives, les mouvements répétitifs, etc. Alors que, par exemple, la Commission des transports va regarder tout l'enjeu, le secteur des transports, le logement pour le tribunal du logement. On appelle ça un tribunal administratif, c'est-à-dire un tribunal où les juges sont nommés par Québec en fonction de leur parcours. Ils ont au moins 10 ans de pratique. Ce sont des avocats et qui sont nommés pour appliquer des lois sectorielles très précises. Alors, c'est pas
pas une juridiction aussi vaste que la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Maître Bellemare, c'est toujours un plaisir.